Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot. Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Vivre ensemble. Quelle belle ambition, vivre ensemble. Mais pour tout immigrant qui foule cette terre de Québec, c'est plus qu'une ambition. C'est une raison d'être, une raison de partir, une raison de venir, découvrir un nouveau monde, une nouvelle culture, côtoyer de nouveaux visages, apprendre de nouvelles expressions et de nouveaux usages, se fondre dans un nouvel ensemble et décider d'y vivre ensemble. Ce choix, tous ceux qui, un jour, ont choisi de tenter l'aventure, ont dû le faire, volontairement. Après, pour ma part en tout cas, après de longues réflexions, après en avoir parlé autour de moi, aux amis, aux enfants, aux Québécois que je connaissais et à quelques experts en immigration. Après avoir aussi pris le temps de visiter le Québec, après avoir construit un projet familial, et c'est, je crois, un portrait qui nous correspond tous, plutôt pas trop mal. Mais que diriez-vous si vous aviez dû tenter l'aventure sans aucune préparation, dans l'urgence, dans les pleurs, dans la crainte, dans l'inconnu? Que diriez-vous si, en partant, vous aviez dû quitter une situation sociale et économique confortable pour tout rebâtir à zéro, loin, très loin, ailleurs? Que diriez-vous si vous aviez été déraciné à peine l'âge de 10 ans? Auriez-vous trouvé la force de tout reconstruire, en commençant par vous-même? Auriez-vous trouvé la force de faire le pont entre vos histoires en devenant traductrice? Auriez-vous poussé le bouchon jusqu'à devenir avocate ou restauratrice? Auriez-vous pu faire de votre histoire une source d'inspiration pour des millions de lecteurs? Auriez-vous finalement réussi à incarner ce vivre ensemble qui sied si bien à cette terre de Québec? Auriez-vous pu le crier dans le monde entier? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en aurais été capable. Parce qu'on ne sait jamais. Tant qu'on n'est pas en situation 2, on ne sait pas. Mais à vrai dire, j'ai quand même un gros doute. Celle qui nous accompagne aujourd'hui a fait ça. Et plus que ça, car elle a fait tout ça. Alors ne vous y trompez pas, c'est bien une histoire québécoise que je vous convie aujourd'hui, car on touche à ce qui me semble être la plus belle facette du Québec, son humanité. Vous allez voir, elle va être, mais alors vraiment, vraiment chouette cette émission. Bonjour Kim Thuy. Alors, j'aimerais beaucoup avoir le texte écrit de cette introduction magnifique. Promis, je l'envoie. Il sera inclus avec les fautes d'orthographe, puisque je suis un grand expert de la langue française orthographique. Promis, je l'envoie. Oui, je pense que je vais devoir l'imprimer quelque part. Mais en même temps, non, parce qu'il est beau, pas parce qu'il parle de moi. Je trouve tout simplement que vous avez, vous savez comment rendre, on est attaché tout de suite
au texte, à la personne dont vous parlez. Donc, vous n'avez même pas besoin de passer du temps avec moi. Je pense C'était la que fin tout de est cette dit. émission. Merci, au revoir et à bientôt. Non, non, on va jaser un petit peu. Alors, pour ceux qui nous écoutent, faut juste que vous sachiez un truc. Il est actuellement, au moment où on enregistre, 11h59. Nous nous sommes connectés, Kim et moi, à 11h et ça fait 58 minutes qu'on jase d'à peu près tout et n'importe quoi avant de lancer l'enregistrement de cette émission. Non, Euh, on a jasé. Pardonnez-moi, Jean-Michel, mais j'aimerais dire aux auditeurs et aux auditrices que, en fait, on a jasé sur l'écriture de Jean-Michel. Donc, je suis en train de le pousser à écrire plus encore et de façon plus sérieuse. Et je vais être derrière lui pour lui demander des comptes de façon Voilà, régulière. et ça commence par le texte de l'introduction de cette émission. Vous voyez, c'est quand je vous dis qu'elle me lâche pas, c'est qu'elle me lâche pas. Non, mais j'avais le pif, hein. Je n'avais pas entendu ou lu quoi que ce C'est soit. vrai. Ouais, et je savais déjà que vous aviez la plume et que vous aviez que vous possédez en fait l'art de raconter des histoires. Voilà. C'est gentil ça, c'est gentil. Bon, on va raconter une belle histoire aujourd'hui. Euh, Juste pour ceux, s'il y a des gens qui connaissent pas Kim Thuy, c'est tout ce que j'ai dit dans l'introduction. Tous ces parcours, quand je parle d'avocate, de restauratrice, de traductrice, c'est Kim Thuy, mais c'est aussi et surtout aujourd'hui une autrice. Ah, d'ailleurs, au Québec, on dit autrice. Hein. Oui, 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 tout à fait, mais j'aime bien m'appeler écrivaine, tout simplement parce que Ah, c'est autrice, joli. quelqu'un, ou sinon les auteurs, les autrices et tout ça, sont des gens qui sont capables d'écrire plusieurs formes de textes, je dirais, plusieurs genres, Mhm. que ce soit journalistique, essayiste ou autre, alors que moi, je connais juste une forme. Je suis incapable d'écrire autrement que voilà, ce que vous voyez dans les livres, en fait. Alors, une forme, mais alors quelle forme? Moi, je n'ai lu que 2 livres pour l'instant, sur les recommandations express d'Isabelle Hudon, qui nous a mis en contact. Hein, pour ceux qui ont écouté l'émission avec Isabelle, elle en parlait dans le podcast. Et Isabelle m'a envoyé un petit mot derrière en me disant: voici les coordonnées de Kim, il faut absolument que tu la contactes. Et avant de faire l'émission, il faut que tu lises 2 bouquins qui sont 2 chefs-d'œuvre. Le premier s'appelle Rue. Voilà. Alors, c'est le deuxième que j'ai lu, puisque c'est votre, pardon, tout premier livre. Rue, c'est un coup de poing à chaque page. Mais vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Parce qu'il y a l'écrit, puis il y a tout ce qui n'est pas écrit. Et le coup de poing, il est dans ce qui n'est pas écrit. Moi, ce que j'ai ressenti à chaque fois, c'est-à-dire que je sentais, l'histoire est dure, on va en parler. Elle est dure ou pas d'ailleurs, ça dépend comment on l'interprète, mais en tout cas, il y a des choses très fortes. Et il y a des choses qui sont approchées, qui ne sont pas développées. Et c'est parce qu'elles ne sont pas développées qu'on sent qu'on se prend ce coup de poing. Parce qu'on sent une pudeur dans le non-développement. Vous savez, j'ai une écriture très simple, hein, comme vous pouvez voir, sujet, verbe, complément, avec très peu de vocabulaire. Ah Euh, non, ah non, ah non. Alors ça n'a pas le droit. Et alors moi, j'ai trouvé qu'en termes de vocabulaire, en termes de la recherche du mot, alors peut-être plus dans le deuxième qui s'appelle M, enfin le deuxième qui est le dernier bouquin, parce qu'il y en a eu plein d'autres entre-temps, mais que j'ai lu. Alors, je ne les ai pas soulignés, parce que je déteste détériorer un livre, donc je ne souligne pas, je ne rature pas, voilà et tout. Mais à plusieurs moments, je me suis dit, là, il y a une recherche du mot. Donc il y a du vocabulaire. On ne peut pas dire ça. Non, on va pas. Il y a du vocabulaire. C'est vrai qu'il y a une recherche du mot dans le sens où je ne possède pas, ou sinon je ne maîtrise pas la langue française encore très bien. Et donc, je dois vraiment chercher le mot. Et chaque mot, je vous dirais que je le tiens dans ma main, hein, c'est physique. Et je marche autour du mot. Sincèrement, dans ma tête, je marche autour du mot pour bien le saisir, pour bien, voilà, pour comprendre le mot à 360 degrés, quoi, parce que il n'est pas inné
Et donc, j'ai besoin de comprendre sa texture, sa couleur, son odeur. Vous voyez, pour moi, chaque mot a son poids aussi. Et donc, il me faut beaucoup de temps pour aller trouver le mot. Et je me souviens dans M, vous savez, il y a une image, il m'a fallu, il y a une image, il y a une phrase où il m'a fallu une demi-journée pour trouver le mot. C'est-à-dire Mhm. que quand je décrivais le pilote qui est allé sauver une petite fille Ouais. d'un tas de cadavres et qui tenait sa blouse pour la soulever, et je voulais, c'est sûr que la chose la plus facile, c'est de dire que bon, la blouse était tachée de sang parce qu'elle était au milieu des cadavres, mais ça, les lecteurs le savaient déjà. Je n'avais pas besoin d'enchérir d'une certaine manière. Mhm. Et donc, j'ai dit, mais sa blouse n'était pas que blouse. Il y avait beaucoup dans cette blouse-là, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Et je sais que pendant une demi-journée, j'ai cherché et j'hésitais entre image et souvenir. Est-ce que sa blouse était tachée d'images ou était tachée de souvenirs? Et donc, je suis allée chercher la définition du mot souvenir de nouveau, alors que je connaissais le mot souvenir, mais je me disais peut-être que je ne connaissais pas encore tout le poids du mot souvenir. Et que j'avais pas encore l'odeur de l'image et souvenir. Et donc, oui, vous avez raison. Même pour des mots qui semblent Mhm. être très simples, j'ai fait une recherche. Ben oui, mais c'est surtout que on parlait d'écriture, mais après on va parler d'histoire, mais on parlait d'écriture, écriture simple, courte, sujet, verbe, complément. De mon humble avis, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire des phrases en dessous de 4 lignes, je fais toujours des trucs à rallonge, mes profs supportaient pas et je n'arrive pas à m'en défaire, mais avoir une écriture justement simple, courte, c'est tellement plus compliqué, c'est plus exigeant, parce que justement, moi sur mes phrases à 4 lignes, si je choisis mal mon mot, j'ai 2 lignes en dessous, entre guillemets, qui me rattrapent, ça dissout un petit peu le truc, ça fait passer l'idée. Quand on se met pour challenge, je veux dire, je vais faire une phrase, j'ai droit à 7 mots, faut pas se planter sur un. Non, ça, vous voyez, je suis née pour Twitter finalement, 140 caractères. Et je ne possède pas de Twitter. Je ne sais pas comment utiliser. Non, enfin, je n'ai rien à dire sur Twitter, donc je ne possède pas de compte. Mais je suis tellement heureuse. J'étais très émue quand vous avez parlé des silences et que le coup de poing est plutôt dans le silence, dans ce qui n'est pas écrit. Et la traductrice vers l'anglais, elle habite vraiment à 15 minutes de chez moi. Sheila Fishman. Et c'est une très grande traductrice au Canada. Elle a gagné 1000 prix, je crois. Ah oui. Et un jour comme ça, elle m'a appelé après la première version, la première traduction de Rue. Et je suis allée la voir et elle m'a dit, j'ai dit, ah, t'as pu faire ça en une journée, quoi, ce livre, parce qu'il est tellement facile. Et elle m'a dit, c'est un des livres qu'elle considère très difficile à traduire, parce qu'elle dit, comment faire pour traduire ton silence? Parce que elle dit, il y a tellement de silence dans ce livre et des silences qui sont, voilà, qui sont porteurs, qui sont importants pour expliquer le texte, que c'était difficile de traduire ces silences vers l'anglais, vers une autre langue. Donc, il fallait qu'elle choisisse les mots écrits pour parler des mots qui ont été enlevés. Hmm. C'est ça la difficulté. C'est marrant cette notion de silence qu'on retrouve dans l'écrit, parce que dans cette histoire québécoise, donc qui commence à l'âge de 10 ans, je disais une enfance au Vietnam dans un cocon familial, on va dire plutôt douillet. Puis tout d'un coup, c'est les Boat People, hein, dont tout le monde a entendu parler. Il suffit de lire Rue, et pour tous ceux qui nous écoutent, vous trouverez toutes les coordonnées sur le site et en commentaire, mais lisez Rue et vous verrez que l'entre-deux, entre ce confort douillet du Vietnam et l'arrivée au Québec, voilà, en termes de confort, on a connu mieux, quoi. C'était quand même assez dur. Et puis 10 ans, une arrivée au Québec, à Granby, je crois, et une Mm-hmm. arrivée dans le silence. Mm. C'est fou, ça. Le silence du pays aussi.
Parce que c'est un pays qui est très silencieux. Vous voyez, on était au Vietnam, il y a du bruit partout dans le sens où les maisons sont ouvertes, hein, les fenêtres sont ouvertes. C'est un pays tropical et les vendeurs, les marchands sont dans la rue, qui annoncent même les plats qu'ils vendent à voix haute. Hein, et donc, il y a beaucoup de bruit. Les mères, et je dis vraiment mères parce qu'il y avait très peu d'hommes à l'époque qui cuisinaient pour la famille, la cuisine est à l'extérieur parce que c'était au charbon. Donc, pas seulement que vous entendez, mais vous sentez en plus les plats. Donc, et j'étais à Ho Chi Minh, à Saigon. Désolée, je n'étais pas au Ho Chi Minh, mais j'étais à Saigon. Et c'est une grande ville, hein, mégalopole, je sais pas comment on appelle ça, mais déjà, ouais, à 7-8 millions. Donc, il y a je suis urbaine de nature, donc il y avait tellement de bruit, pas désagréable, hein, dans ma tête à moi. C'était sans la vie, je n'avais pas de comparatif. Et là, dans le camp de réfugiés, on était 2000 dans un espace qui avait été prévu pour 200. Donc, vous imaginez la vie. C'est fou de dire la vie. Non, c'était pas la vie, c'était la survie. Et c'est très différent. Le bruit de la survie est complètement différent de la vie. Le quotidien était différent parce que c'était comment dire, un temps dans un espace qu'on appelle le no man's land. Donc, je ne sais pas comment vous dire. La vie au quotidien, ce n'est pas de faire la queue pour aller chercher de l'eau pendant 24 heures. Donc, mais ça, c'est le bruit de la survie. Le bruit de tous ces petits pots qui tombaient dans le fond du puits pour aller chercher de l'eau et que ces pots étaient, parce qu'il y avait tellement peu d'eau dans le fond du puits que comment dire, les boîtes de conserve qu'on avait cassaient en touchant le fond. Et donc, il y a de l'eau qui ressortait par les trous. Donc, vous voyez les bruits de la survie. C'est complètement différent. Et puis le feu, ce n'était pas du charbon, ce n'était pas électrique, mais plutôt des brindilles. Et donc c'était un autre bruit encore. C'est le bruit. Oui. Et donc c'est le bruit de cette survie. On n'avait pas de planche pour couper, hein. Et donc c'était le couvercle du fût, d'un vieux fût d'huile ou je ne sais pas trop quoi qu'on a acheté comme réservoir d'eau. Donc c'était le couvercle qui servait de planche. Donc vous coupez, vous n'avez pas le même son non plus. Et la pluie qui tombait donnait également un autre son parce que c'était une pluie qui tombait sur des sacs de plastique qui recouvraient qui servaient de mur et aussi sur le toit avec ses feuilles et tout. Donc les bruits de la survie étaient complètement différents des bruits de la vie. Et là, vous arrivez au Québec où il n'y a personne. Il n'y a personne dans les rues parce qu'il fait froid. Il n'y a personne qui vit dans la rue. C'était à quelle époque d'ailleurs, dans l'année? C'était le 27 mars 1979. Oui, pour les gens tropicaux comme nous, c'était incroyablement froid. Là, pour un Français, un 27 mars ici, c'est frais. Alors j'imagine pour quelqu'un effectivement qui vient du Vietnam. Et il y a 40 ans, il faisait plus froid. Je dois dire, il y avait plus de neige. Et en plus, le paysage était silencieux parce que tout était blanc. Donc, vous n'avez pas de feuilles, vous n'avez pas d'arbres, vous n'avez pas de fleurs. Bon, alors c'était un paysage silencieux qui ne vous parle même pas. Il n'y a pas d'oiseaux, il y a pas de bêtes qui courent, il n'y a pas de grillons, pas de cigares, rien. Donc, c'était magnifique ce silence-là. C'est vraiment, je dis souvent que oui, c'est ma deuxième naissance qu'on est arrivé au Québec, hein, qu'on sortait du ventre de la mère, mais en même temps, c'est comme si on rentrait dans un cocon. C'était d'une paix, une paix physique. Ce n'était pas le concept. Qui devait contraster forcément. Oh! Mon Dieu, vous voyez? Et en plus, on a découvert que les gens ne verrouillaient pas les portes. Et c'est vrai que ça n'a pas changé, ça c'est fou. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Oui, non mais c'est fou, on ne verrouille pas les portes ici. Moi, quand je verrouille ma porte, je vois bien le voisin qui me regarde en me disant « Mais c'est quoi ce psychopathe ?» Et c'est pareil, on peut laisser le sac à main dans les voitures. Oui. Tu fais ça à Paris, tu as une espérance de vie de ton sac à main d'à peu près 1 minute 30.
Non, mais au Vietnam, vous imaginez, vous êtes avec votre sac à main et vous perdez quand même votre portefeuille à l'intérieur. Alors que là, il n'y a personne qui vole la voiture. Oui, il n'y a personne qui verrouille même les voitures. C'est fou. Donc, c'était un contraste, mais à 180 degrés. Vraiment, voilà, c'était. Et je raconte souvent mon arrivée ici au Québec, mais c'est la pureté. Et je trouve que le Québec ne reconnaît pas assez la beauté de la pureté. Et j'essaie de leur illustrer la beauté de la pureté. Vous voyez, par exemple, la laque japonaise, vous voyez, la plus chère, c'est celle qui n'a pas de dessin dessus. Parce que quand vous avez des dessins, vous pouvez cacher les défauts. Et pour appliquer la laque, il faut 7 couches minimum avec les mains. Donc, comment faire pour ne pas laisser d'empreinte digitale pendant que vous frottez cette sève? Et là, voilà, le Québec, c'est la pureté. Il n'y a rien. Elle est parfaite. Voilà. Je ne sais pas, tout est parfait. Oui, il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas de, mais il faut dire aussi, c'est un territoire où il n'y a pas eu de sang qui a coulé sur ce territoire depuis au moins 200 ans. C'est ça. C'est vrai que par rapport, moi je viens de l'Europe, très différent. On en a parlé avant le début de cette émission, justement, de la Deuxième Guerre mondiale et de nos rapports avec les anciens. Ici, il y a pas ça. Il n'y a pas eu ça. Et donc, et je crois que ça crée une paix. Non, la paix, je crois aujourd'hui, fait partie de l'ADN des Québécois. Vous voyez, c'est intériorisé, c'est devenu physique en fait. Et c'est tellement évident pour eux qu'ils n'en parlent pas, ils n'y pensent même pas. C'est marrant parce que j'ai enregistré une émission la semaine dernière avec Jean-Marc Léger, président de l'Institut Léger et qui a écrit le Code Québec. Et dans le Code Québec, il essaye de décrypter l'âme québécoise. Il identifie 7 traits de caractère, 7 traits qui font des Québécois un peu plus uniques. Le premier trait, c'est le bonheur. C'est des gens heureux. Et le deuxième trait, qui est un corollaire, forcément, c'est le consensus. Oui. Et on nourrit le consensus parce qu'on a besoin d'être heureux. Donc, effectivement, pas de chicane dans la cabane. On est dans un pays où, et ça revient au titre de cette émission, où le vivre ensemble est préservé. Alors, peut-être que parfois, ça peut gêner parce que il peut apparaître, et c'est ce qu'on disait avec Jean-Marc, c'est pas évident de se dire les choses par moment, quand on a besoin, voilà. Pour un Français qui arrive là-dedans un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles, voilà, c'est un peu surprenant, on va dire, c'est pas très ambiant gilet jaune pour le coup. Mais en préservant ce consensus, en préservant ce bonheur commun, puisque tout ça est commun, on est vraiment dans ce vivre ensemble qui est quelque chose de très très propre, je trouve, au Québec, par rapport en tout cas à d'autres pays dans lesquels soit j'ai pu vivre ou visiter. Mais ça enlève en fait peut-être les avantages du débat. Vous voyez, parfois il faut débattre, il faut qu'il y ait certains conflits, vous voyez, pour qu'on puisse avancer. Il faut oser justement discuter pour avoir des nouvelles idées, pour aller de l'avant. Alors qu'ici, il y a presque un trop grand respect de l'intimité de chacun. Et donc, on n'ose pas trop brasser, comme on dit, les idées. Mais je suis étonnée que M. Léger ait trouvé qu'on est heureux, parce que j'ai l'impression que les Québécois ne savent pas qu'ils sont heureux. Ils sont heureux, mais ils ne savent pas. Statistiquement, ils le savent plus que les autres. Statistiquement. C'est-à-dire que quand on demande aux Québécois s'ils se sentent heureux et qu'on pose la même question aux Canadiens, les Québécois sont plus nombreux. Alors, ils ne sont pas 100%, ils sont plus nombreux à se dire heureux
versus les Canadiens anglophones, Oui. versus les Américains et versus les Européens, parce qu'il y a pas mal de choses, effectivement. Euh, Je pensais je ne sais pas si on était heureux, mais je savais qu'on s'amusait plus que le Canada anglais. ah bah, ça, s'il n'y a pas photo, effectivement, ouais, dans le côté puritain un peu chiant à côté, c'est pas mal. Voilà, non, non, là, effectivement, on s'amuse beaucoup plus, même si on est en période de pandémie et qu'on n'a pas trop le droit. Mais oui, c'est l'une des joyeux, ça fait partie des choses qui sont aussi mises en avant dans l'étude de Jean-Marc Léger. Ça fait partie. Mais oui, heureux. Et d'ailleurs, bon, on va revenir à notre sujet, mais l'une des inquiétudes qui est pointée à la fin de son bouquin sur le Code Québec, c'est justement que ce côté heureux est un peu en train de disparaître dans la nouvelle génération, qui est une fusion entre la génération Z et les millennials, qu'il appelle les zilléniaux, et qui est une génération qui se mondialise un petit peu à l'image du reste du domaine culturel et ainsi de suite, et qui se mondialise, qui se normalise, si on peut dire ça, mais qui du coup aurait peut-être un petit peu tendance à perdre l'identité québécoise. Le tout étant de savoir si c'est quelque chose de conjoncturel, qui est lié à plein d'événements, ou si ça va être quelque chose d'un peu plus structurel. Je crois que lui pense plutôt qu'il va y avoir un rattrapage lors de, on va dire, l'entrée à l'âge adulte, si ce n'est en termes d'âge même, mais plutôt d'état d'esprit. À voir, c'est à suivre, parce que c'est un vrai petit trésor, ce savoir-être québécois, je trouve. Ah oui, 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 tout à fait. Et c'est pour ça que je me suis donné la mission toute seule, moi-même, à moi, d'être le miroir, de, 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 de donner aux Québécois leur reflet, de dire comment ils sont beaux, comment ils sont extraordinaires, et de ne pas prendre pour acquis cette beauté-là, cette pureté-là. Vous imaginez qu'on arrive comme ça d'un camp de réfugiés complètement, dégueulasse, hein, je dirais, En j'utilise tout le cas, mot. sur ce que j'en ai lu, effectivement, ça donne pas envie. Ouais. Ouais, et on avait plein d'infections sur nous, avec toutes les piqûres d'insectes et tout, et on avait des poux dans les cheveux, la diarrhée chronique, et donc on se savait tout ça, qu'on était dégueulasse. Et ces personnes n'ont pas hésité une seule seconde à nous prendre dans leurs bras, physiquement. Et ça a été mon premier choc culturel, quoi. Que ces personnes-là n'aient pas hésité. Vous voyez, ils sautaient sur nous, ou sinon ils nous recevaient comme s'ils nous attendaient depuis toujours. Et ça, je vous en parle, et je suis encore émue aujourd'hui, 42 ans Ça se plus voit, tard. ça Et, s'entend. et, euh, et vous savez, l'histoire que je raconte souvent et que je veux toujours la raconter, c'est que dans le camp, on n'avait pas accès à un miroir. Et heureusement d'ailleurs, hein. On ne se voyait pas et c'était une bonne Fallait chose. sauvegarder. Ouais, parce que là, vous pouvez dire que c'est votre voisin qui est plus laid que vous. Donc, on pense jamais que c'est soi, c'est toujours l'autre. Et comme ça, vraiment, dans leur regard. La première fois que je me suis revue, c'était dans leur regard. Et je vous jure, je n'avais jamais été aussi belle qu'à ce moment-là. Et je ne suis jamais redevenue aussi belle qu'à ce moment-là parce que j'ai perdu cette vulnérabilité. J'ai perdu cette fragilité de la réfugiée de l'enfant réfugié qui arrivait dans un nouveau pays et qui découvrait, hein, qui rencontrait une nouvelle réalité. Et, et dans ce moment-là, oui, il a duré, quoi, une fraction de seconde, hein, même pas une Ouais. seconde, je crois. Il change Je le tout. porte encore. Je le porte encore, cet instant-là, durant ces 42 années. Et oui, on peut dire que c'était tout simple, hein, comme cadeau, c'était seulement un regard, et donc tout le monde peut le donner, mais non, parce que ce regard-là ne peut pas exister sans toute l'histoire derrière, sans toute la bonne intention, sans toute cette pureté que les Québécois portent déjà en eux. Et donc, ouais, je leur dois ce regard-là, donc, à mon tour aujourd'hui, de montrer toujours ce miroir, de dire regardez comment vous êtes beau. N'oubliez jamais que vous êtes grand. N'oubliez jamais que vous êtes capable de cette grandeur, de cette bonté, quoi. Donc, vous l'avez en vous et n'oubliez jamais.
Et donc, oui, oui, je le répète tout le temps, je sais, je me casse les oreilles avec ça, mais c'est tellement précieux Mais et c'est comme vous tellement dites, c'est juste. l'identité québécoise. Hmm. Ça commence par un hug, c'est ça. Oui, C'est fou. ouais. Non mais je suis assez d'accord. Je trouve qu'on on a tous, si on pense à nos vies, enfin pour ceux qui, comme nous, avons commencé avons vécu pas mal, il y a des moments qui sont pas forcément des moments qu'on mettrait dans un script de film, qui sont des moments fugaces, qui ressemblent pas à grand chose et qui sont plus structurants que des années d'études, que des rencontres prestigieuses, des petits instants, des gestes, des regards, une main dans le dos. Et en l'occurrence, un hug qui transforme une réfugiée vietnamienne, probablement apeurée, en une Mmh. future québécoise qui va accomplir tout ce qu'est le Québec et tout ce que le Québec rend possible, parce que ce qui est fou dans le parcours derrière, moi ce que je constate quand je regarde un peu la société québécoise ici, c'est cette capacité à être protéiforme. Je m'explique, je viens d'un pays forcément où, comme on le dit souvent, on met les gens dans des cases. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire ma carrière dans le marketing et la communication, et à chaque fois que j'ai voulu mettre un pied de côté pour dire pop pop, j'ai peut-être envie et je pense que je suis capable de faire autre chose, on m'a gentiment ramené à mon métier de base. Et quand je faisais du marketing et de la communication pour de la téléphonie mobile, on m'expliquait que bah oui, mais je pouvais pas faire du marketing et de la communication pour autre chose que de la téléphonie mobile, des cellulaires pour mes amis québécois qui m'écoutent. Euh, Or, ici, je vois plein de gens à la télévision et tout. Là, en ce moment, sachez-le, il y a quand même une publicité qui tourne sur les écrans pour un humoriste bosseron, qui a un nom irlandais, qui est pourtant bien québécois, et qui lance, son métier c'est quand même de faire des spectacles d'humour, mais il lance une marque de pizza et de produits italiens. Et ça passe crème. Tout le monde trouve ça parfaitement normal. Et j'ai face à moi aujourd'hui quelqu'un qui aujourd'hui effectivement est écrivaine, reconnue comme telle, mais qui a été avocate, traductrice, restauratrice, qui présente des émissions de télévision. Ça, c'est le Québec aussi. Oui, 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 et il y a personne, vous savez, j'étais pas une très bonne femme d'affaires, ou sinon une femme d'affaires qui était très efficace parce que j'étais toujours dans le rouge, mais Bienvenue au et club. quand j'ai ouvert le resto, je ne savais pas cuisiner, donc il y avait qu'un seul plat par jour, et vous savez ce que les clients disaient? Ils rentraient et ils me disaient, mais quel beau concept, que d'offrir seulement un plat par jour. Mais c'est ça, Mais je le changeais marketing les inné. plats. Oui, et là, j'ai dit: «Non, mais c'est pas un concept, hein, c'est un handicap, je peux pas vous faire plus. Je peux vous offrir juste un plat par jour. Je change tous les jours, mais voilà». Et mais les gens voient toujours du côté positif, donc et c'est Mm. pas mais comment est-ce que tu oses ouvrir un resto avec un seul plat ou quoi que ce soit et tu pas chef, tu pas étudié ou jamais, jamais. Et quand j'ai fermé le resto, on m'a posé la question pourquoi et tout ça. J'ai dit, mais c'est parce que financièrement, j'étais toujours dans le rouge pendant les 5 ans. Je devais payer le resto pour pouvoir travailler gratuitement. Donc, Mm. c'est Oui, un nouveau modèle d'affaires. du coup, c'est un concept. Oui. Oui, et la phrase qu'on me dit, et depuis, ça fait déjà combien? J'ai fermé le resto en 2007. Donc, ça fait déjà plus de 14 ans. combien d'années? 14 ans. Jamais personne ne m'a dit non, mais elle est vraiment, voilà, comme on dit en bon québécois, une loser, qu'elle est Mm. mauvaise. Ou... Non, les seuls commentaires qui reviennent tout le temps, c'est quel courage. Tu as eu l'audace Ouais. d'essayer, bravo. Non, mais tu es inspirante. Alors, il y a même une journaliste très connue ici, une journaliste une journaliste culturelle. Et un jour, comme ça, elle me rencontre, elle dit, Kim, je suis ton exemple. J'arrête mon métier et je m'en vais étudier la mécanique pour devenir mécanicienne de moto. Oui, ça, C'est le encore. Québec, ça. Ça, c'est le Québec. Oui, et là, j'ai dit: «Non, non, Marie-Christine, non, non, il faut pas que tu prennes mon exemple, c'est pas un bon exemple». Et puis, ben oui, elle est devenue mécanicienne. Ouais. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Et et Ce qui est donc fou, c'est là, que ce soit possible.
tout est possible. Les gens nous encouragent et, euh, et je dirais que la plus belle preuve de cette liberté-là dans ce pays, c'est le droit de la faillite. Mm. On a un très beau droit de la faillite, très structuré, très structurant. Et donc, le droit de la faillite, pourquoi? Parce que je crois que ce droit reflète l'intention de la société en disant, essayez, si vous ne réussissez pas et que vous tombez, vous chutez, on est là pour coussiner votre chute le plus possible. D'accord? Et après ça, on est là pour vous accompagner pour que vous puissiez revenir 1 an, 2 ans plus tard, le temps de vous reconstruire. Et, et comme on le sait, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas cette structure, Mm. qui n'ont pas ce droit de la faillite. Je sais que ça sonne vraiment, comment dire, banal et sévère de parler, d'utiliser le droit de la faillite comme étant l'image d'une société généreuse et d'une société empathique et surtout une société qui encourage l'audace. Hein. Mais la France aussi a le droit de la faillite. Oui, mais la France a le même droit, alors pas forcément connu de tous, mais alors, je vais dire presque en France, c'est encore plus généralisé parce que ça ne concerne pas que les entrepreneurs, même si c'est plus récent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore, notamment les artisans et tout, devaient engager leurs biens personnels quand ils montaient une société, donc ils pouvaient perdre leur maison et tout. C'est plus le cas depuis, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense une bonne grosse dizaine d'années. Mais même s'il y a ce droit à la faillite, il y a culturellement, c'est pas comme au Québec. Au Québec, ici, on a toujours un a priori positif. Je parlais 2 secondes de mon cas. J'ai eu ma propre agence de communication pendant 10 ans sur Paris. Il n'y a pas un entretien ou un rendez-vous que j'ai fait en France où je parlais de mon parcours, ou quand je m'arrêtais sur cette agence, on me posait la question, on ne me posait pas la question à savoir, pourquoi ça s'est arrêté? Tu l'as planté? Ici, personne ne m'a jamais demandé de savoir pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette société. On me demande, ça t'a plu? T'as appris des choses? Qu'est-ce que t'as fait après? Comment t'as rebondi? C'est qu'est-ce que t'as fait après? Voilà. Ah, après, t'as fait des podcasts? Ah oui, ouais, pourquoi? Et on reste positif. C'est pour en revenir à l'arrivée au Québec à l'âge de 10 ans, je pense que l'une des... alors je ne sais pas si c'est le mot d'assimilation ou d'intégration qu'il faut utiliser, mais... Enracinement. Enracinement, voilà. Je vois bien j'imagine tel que je vois le Québec d'aujourd'hui, comment ça peut se passer, et c'est très bien imagé par ce hug. On va faire un hug, une embrassade comme ça à quelqu'un à qui on accorde confiance. Par principe, on ne la connaît pas et tout ça. Et je l'ai déjà évoqué dans une émission, la chose qui m'a le plus plu quand je suis arrivé ici, une première fois lors d'une très longue visite et maintenant comme immigrant, c'est le fait que je rencontre des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas ce que j'ai fait, ils ne savent pas ce que je veux faire ici. Et de prime abord, ils m'accordent un a priori positif. De prime abord, ils considèrent que je suis un mec bien, que nous sommes une famille respectable, une famille digne de confiance. C'est comme ça que quand je suis confiné et que je ne peux pas sortir et faire mes courses pendant 15 jours à mon arrivée, des voisins que je n'avais jamais rencontrés m'ont fait les courses et ont payé les courses, parce que je ne pouvais pas aller à la banque non plus, payer les courses pendant 15 jours, parce qu'ils sont partis du principe que les gens qui venaient d'arriver à côté étaient forcément des gens bien. Sincèrement, c'est a priori positif. Est-ce que la petite Kim qui arrive du Vietnam à 10 ans, après quelques semaines ou mois, je ne sais plus, dans des bidonvilles, effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, probablement crasseuse et plein de piqûres, est-ce qu'elle aurait eu droit à un hug si elle était arrivée en France à ce moment-là? J'aimerais dire que oui. Je connais des gens qui l'auraient fait, sûr. Voilà, ils sont en photo derrière moi notamment. J'en connais d'autres qui ne l'auraient pas fait, non? Qui auraient mis un pas de recul en se disant on va attendre de voir. Je vous dirais que même moi, aujourd'hui à 52 ans, je ne suis pas certaine que j'ai acquis cette générosité québécoise
pour me prendre dans les bras, moi, la Kim de 10 ans? Je ne suis pas certaine. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai aucune idée. Vous voyez, il Ouais, faut, ce qu'on faut disait se tout à mettre. l'heure, on sait jamais tant qu'on n'est pas confronté. Oui, mais je me pose souvent cette question. Je dis, est-ce que Kim t'aurait été capable? Est-ce que t'as appris quelque chose de cette identité québécoise? Et j'essaie, hein, le plus que je peux d'ailleurs. Peut-être que oui, parce que j'ai été invitée à un centre de formation pour décrocheurs accrocheurs, comme on appelle, donc des Mhm. adultes qui retournent à l'école et tout ça. Et donc, c'est une population euh, qui ont une vie difficile, hein, qui qui ont Ouais, c'est pas traversé et facile. qui traversent encore des périodes très difficiles. Et comme ça, ils étaient extraordinaires. Ils étaient plus d'une centaine dans la salle. Alors que avant de commencer à parler, je me disais, ouf, ça va être une longue heure parce ils ne sont pas intéressés certainement à ce que j'ai à dire. Ils m'ont pas lu. Bon, j'étais juste une petite inconnue, vous voyez, une petite femme en avant. Pourquoi on doit l'écouter et tout. Mais ils étaient tellement attentifs pendant l'heure qu'à la fin, comme ça, euh, par vraiment un amour spontané, j'ai dit, écoutez, si il y a un matin où vous vous réveillez et que c'est difficile et que vous avez envie de tout lâcher, d'arrêter les cours, voilà, de tout laisser tomber, passez par chez moi. Et j'ai donné mon adresse comme ça. Ah bah alors là, je confirme, t'es bien québécoise. Et là, Ça, c'est sûr. et je m'entendais le dire, vous voyez, je m'entendais le dire et je dis, non mais t'es complètement folle, t'as perdu Folle, de ma pauvre fille. Oui! Et là, je me dis, mais c'est pas grave, il y a personne qui t'écoute vraiment de toute façon, donc ça va. Et à la fin, le mec le plus, comment dire, comme on dit en bon québécois, le plus tough hein, de la salle, c'est-à-dire que, bon, d'apparence, hein, je dois dire, c'est d'apparence, il Ouais, était le le plus, bûcheron local, donc. oui, mais il était, voilà, tatoué de la tête aux pieds, des piercings partout. Il y avait pas une place pour mettre un doigt sur son corps. C'était vraiment très chargé comme histoire. Déjà, hein, Ouais, on bon, le sent. on Et donc, porte nos vies. il est venu vers moi à la fin et m'a salué. Il me dit, qu'est-ce que tu mets dans ton café? Excellent, Et excellent. j'ai dit, écoute, je ne bois pas de café du tout, mais je peux t'en faire un et tu mets ce que tu veux dans ton café. Et là, il a répété mon adresse. D'accord? Et, et vraiment, à l'intérieur de moi, j'ai dit, bon, voilà, tu t'as mis les deux pieds dans les plats, je ne savais même pas comment m'en sortir. Est-ce que, Ah bah bon, oui. et là, il me dit, ouais, comme ça, t'habites sur 194, là, 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 là. Et là, j'ai dit, exactement, et je t'attends. J'ai dit ça, mais en dedans de moi, j'ai dit, non, mais Ouais. Et je suis retournée à la maison et j'ai dit à toute ma famille, j'ai dit: «Écoutez, désolée, mais j'ai donné notre adresse» et et tout le monde a dit: «Bon, ben, écoute, on va sortir la télé, on va tout sortir sur le balcon déjà et ça va être fait» et en fait, je suis très triste parce qu'il n'est jamais venu, ou sinon s'il est venu, je n'étais peut-être pas présente, et sincèrement, dans ma tête à moi, je me suis dit: si je le croisais de nouveau, quelque part dans la rue et que je me retrouvais dans une situation, voilà, difficile, que quelqu'un m'agresse ou quoi que ce soit, je suis certaine qu'il serait la première personne à venir me secourir. Je suis certaine de ça, parce qu'il est voilà, il a reçu, il a bu l'eau québécoise. Ouais, c'est ça. Et donc, j'y crois à cette bonté qui est à l'intérieur des gènes, quoi. Peu importe la vie qu'on mène par la suite, qu'elle nous a été difficile, je crois que, ouais, quand on est né sur ce territoire, il y a cet avantage, ouais, de la pureté des lieux. C'est difficile de faire un peu de politique ou de, je sais pas, de fiction, mais est-ce que Kim Thuy serait la même Kim Thuy, aurait pu être la vraie Kim Thuy, si elle n'avait pas débarqué en terre québécoise, mais on va dire, allez,
peut-être même simplement à Vancouver, à Toronto, dans la partie, toujours au Canada, mais à la partie anglophone. Je connais moins le Canada anglais parce que j'y ai jamais vécu. J'ai eu la chance de voyager et tout ça. Et sincèrement, entre nous, je crois que si j'étais ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en France, je crois que j'aurais continué mon métier d'avocate. Hmm. Et je serais restée, voilà, une professionnelle, col blanc, vous voyez, suivre le Ouais. chemin euh, le plus évident, c'est-à-dire le sentier battu, quoi. C'est voilà, ou peut-être même être médecin, le rêve de mes parents. Hein, pour Mhm. à l'époque, ben, en tout cas ma génération, tous les parents Ouais, bah rêvaient. oui, oui. Ouais, pour la stabilité, tout Pour la simplement. Hein. stabilité, pour la beauté, c'est-à-dire la fierté aussi. Oui, La oui. fierté, c'est sûr. Et donc si je n'étais pas au Québec, probablement que je n'aurais pas eu, je n'aurais pas osé cette liberté, même si cette liberté existe partout dans le monde. Hmm. Dans le monde, non, au Canada. Partout au Canada, et on possède la même liberté. Mais euh, oser prendre, oser profiter de cette liberté-là est une autre étape. C'est ça. Et je crois que le Québec ou les Québécois nous encouragent énormément à, à se déployer, hein, à ouvrir nos ailes et voler. Ils sont toujours là à applaudir. Ce sont les C'est ça. meilleurs cheerleaders. Vraiment. Peu importe. Vous voyez, je ne suis pas animatrice de télé. Et je sais que je n'ai pas ce talent d'animatrice. Et on m'a proposé une émission et vraiment, j'ai dit oui pour le plaisir d'essayer l'émission Hmm. pilote. Vous voyez, on a tourné pour le plaisir et j'étais certaine que ça n'allait pas passer. Et puis non, on m'a Et dit, hop, ouais, allez, on essaie, t'es allez capable. go, 2 saisons, bim. Oui, et pas seulement ça, on fait tout pour que ce soit facile pour moi, on me soutient, oui, alors dis-nous ce que tu as besoin comme information, comme ça on peut t'aider. Et jamais on a dit, non mais elle n'a pas de métier, on peut pas lui confier une émission. Au Hmm. contraire, c'est, yeah, let's go, on essaye. Et si on rate, voilà. C'est pas grave, on aura essayé. Oui, voilà. Au moins, on aura essayé. Exactement. Et c'est la beauté de cette liberté. En France, je suis sûre que cette même liberté existe, Oui, mais on n'en mais profite pas. On s'auto-censure. Parce qu'il y a oui, les rites sociaux, les dogmes sociaux, le poids social de la société, du regard des autres. Ah, c'est pour ça tout à l'heure que je citais cet humoriste beauceron québécois qui se lance dans la pizza et ça a l'air de passer crème. Parce qu'à chaque fois que je vois cette pub, je me dis, mais j'imagine la même pub en France, quoi. Alors, soyons honnêtes, les mentalités sont un peu en train de changer. Mais, voilà, je me souviens dès qu'on voyait parlons d'Éric Cantona, par exemple. Voilà, Éric Cantona, un grand footballeur prodigieux, voilà. Quel joueur de foot exceptionnel, mais qui est aussi un grand artiste. Et alors qu'il était encore joueur, on a appris au détour d'un reportage qu'il faisait de la peinture. ouais. Peinture. Alors, en face, on se moquait pas trop de lui parce que c'était Éric Cantona et on risquait de prendre une droite et voilà. Mais derrière, il peigne en plus un accent marseillais et tout. Voilà, non. Parce que non, un footballeur, ça doit rester dans ses cases, ça doit être pas forcément très brillant, pas s'intéresser à autre chose qu'un ballon et un terrain vert. Et voilà. Bon, depuis, les choses ont changé. Éric Cantona est devenu un acteur reconnu, à tel point que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il a été joueur de foot un jour, un peu comme Yannick Noah d'ailleurs. Je me souviens très Ah bien, oui. mes filles sont allées à un concert de Yannick Noah quand elles étaient jeunes, et je leur ai quand même dit que ce mec-là avait gagné Roland Garros. Ils m'ont dit quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Il joue pas au tennis, il est chanteur. Voilà, parce qu'on reste dans des cases. Ici, je Oui. pense que si je disais à quelqu'un que je vois à la télé, ah oui, mais c'était un grand joueur de tennis avant, ça ne surprendrait personne. Bah oui, bah bien sûr. Et pourquoi ça serait pas le cas? Il y a quelque chose de très naturel, comme de commencer une émission en disant voilà, on va aujourd'hui faire passer une heure ou plus avec une écrivaine, qui est aussi avocate, qui est aussi traductrice, qui est aussi restauratrice, bah oui, parce qu'on aime bien la bonne bouffe tant qu'à faire, voilà, qui Oui. présente des émissions à la télé, et ça passe crème.
Ouais. Non, mais vous imaginez, on a osé se lancer avec moi pour un livre de recettes. Alors que je ne sais même pas comment mesurer vous voyez, à la vietnamienne, on cuisine, bon, voilà, un peu de sauce, un peu de Hmm. sel, un peu de poivre. Bon, enfin, il y a aucune, Au feeling. bon, oui. Et là, quand j'ai proposé l'idée, tout le monde, ah ouais, pourquoi pas, let's go, on C'est ça. essaie. Mais la différence, je crois, c'est que la France est un vieux pays. Hmm. Hein, donc vous avez des experts, des gens Il y a un qui poids. sont dans le métier depuis des générations et des Hmm. générations, par exemple, hein. Alors que le Québec est un nouveau pays. Le Canada est un nouveau pays. Et donc quand on est jeune, on ose essayer. Quand on est, enfant, hein, on se dit pas, «Ah, je joue seulement à la marelle» ou sinon, «Je fais Hmm. seulement de Lego». On fait tout, et puis on saute d'un truc à un autre et puis il y a personne qui nous cantonne, en fait, qui nous met dans au contraire, on veut que l'enfant essaye, «Ouais, ouais, essaye le piano, puis si tu aimes ben et en même temps, on l'emmène, au foot, vers la fin de la journée et puis, pourquoi pas?» Vous voyez? Et Hmm. j'ai l'impression que le Québec, c'est ça. C'est cette jeunesse-là qui permet, à ses citoyens d'être libres d'essayer. C'est ça. Peut-être que l'une des différences aussi, on disait que la France est un vieux pays pour expliquer que le Québec est un pays tout neuf, tout jeune. Ouais. Effectivement, c'est vrai que la France est un pays qui, de par son histoire, a créé des castes. Voilà, aussi, hein, même si c'est pas un mot qu'on emploie directement, mais il y a la bourgeoisie, il y a des gens qui viennent d'une certaine forme de noblesse, qui portent encore le nom, une nom d'une certaine noblesse, et puis après, il y a des acquis, on va dire, structurels, oui, de classe, voilà et tout, et Mais qui c'est pas pèsent au quotidien. structurel parce que votre structure est très sophistiquée et vous avez créé des grandes structures avec des grandes institutions, des choses qui sont établies. Voyez? Et c'est pour ça que ce sont des cases, mais ce sont pas des cases, je dirais même, voilà, une structure qui est extraordinaire d'ailleurs, hein, un peu comme la langue Je suis assez française. d'accord. Vous imaginez juste les temps de verbe, c'est tellement précis, vous avez le plus que parfait, l'imparfait, le passé simple, le passé composé, enfin, juste pour parler du passé. La langue française va dans une précision à la hauteur de notre cerveau. Cette langue-là est capable de traduire ou d'illustrer toutes les nuances que le cerveau est capable de prendre. Vous imaginez, c'est Hmm. extraordinaire. Mais il faut toute une construction, hein. Donc, une langue nouvelle aujourd'hui, si on avait inventé une nouvelle langue, n'aura pas tout de suite cette sophistication. Ah, c'est impossible. Parce C'est qu'on n'aura impossible. pas, c'est un peu comme les sentiments, hein. Par exemple, inventer le mot ou créer le mot surprise, ben, il fallait avoir vécu longtemps pour être surpris, parce que pour Hmm. être surpris, il faut avoir des attentes. Il faut déjà avoir vécu toutes sortes de choses pour dire, ah, ça c'est surprenant, je n'avais pas vu. Alors que si c'est le jour 1 pour un bébé, tout est surprenant. Donc, ce n'est C'est plus ça. surprenant. Et donc, il faut aussi reconnaître cette richesse du temps des vieux pays. Et le Québec en profite aussi Et c'est grâce à la ça, langue. je pense que ça fait partie de la singularité québécoise et donc de cet art du vivre ensemble. C'est que justement, toute cette complexité et cette histoire que le pays n'a pas dans son histoire, il l'apporte, et pour le coup, il l'apporte haut, avec beaucoup de fierté par l'intermédiaire de la langue. Je crois que c'est 8 millions de francophones dans un océan de 360 millions d'anglophones. Il faut se battre au quotidien, il faut porter cette histoire linguistique avec tout ce qu'elle va derrière et la faire vivre au quotidien avec en plus un pays, c'était l'autre grande différence que Jean-Marc pointait. Le Québec, même dans le continent nord-américain, est la partie de cette partie du monde où il y a le moins d'écart entre les populations les plus pauvres et les populations les plus riches. Et ce vivre ensemble, qui est si fort, il semblerait qu'il passe aussi par cette forme d'homogénéité de la population, et donc du coup du fait que, puisqu'on est un peu tous pareils, on ne se juge pas,
On ne porte surtout pas négativement, au contraire, on va s'encourager puisque la victoire de l'un, le succès de l'un, c'est forcément, puisqu'il fait partie de notre groupe, c'est forcément le succès de tous. On le porte, on l'encourage. S'il se casse la gueule, on le rattrape. Oui. Et du coup, ça fait que intellectuellement, je sens ici, et c'est pour moi c'est la plus grosse différence, il n'y a pas le poids de l'autocensure. Non. En France aujourd'hui, la réalité c'est que si on regarde tant dans les textes que dans les organismes et tout, tout est possible. Il y a certains, notamment beaucoup de start-upers l'ont compris quand ils regardent, tout est possible, on peut tout faire. Mais on s'interdit de faire tellement de choses à cause du poids de l'histoire, de nos préjugés, tout ça et tout. Il n'y a pas ça ici. Non, vous imaginez, ma maison, elle n'a que 100 ans. Et déjà, on considère qu'elle C'est est une vieille maison ici. patrimoine. Oui, qu'on doit demander permission pour, voilà, C'est pour un monument faire. historique. Alors que j'étais en France et je sais pas trop, c'était dans une vieille maison et puis ça faisait juste partie de, ouais, 200 ans, 300 ans, ce n'était même pas considéré comme une vieille maison. Ah oui, parce que pour être une vieille maison, il faut de l'âge et puis un style. Voilà, il faut beaucoup de Oui, choses, c'est ça. alors que nous, 100 ans, c'est déjà une vieille maison et on en prend soin et on est très. Et je me souviens, à un moment donné, j'étais en Italie et j'ai dit à mon éditeur, j'ai dit, ah, il faut que tu viennes cette année parce que nous célébrons le 375e anniversaire de Montréal. Tu sais, c'est une des plus vieilles villes, voilà, au Canada et tout. Et il a ri de moi parce qu'on était assis à côté d'une sculpture qui avait 2000 ans. Et voilà. C'est Et ça. écoute, tu vois la sculpture à côté là? Et, et donc donc on ne peut presque pas comparer. C'est presque injuste de comparer le Québec avec les autres pays, des vieux pays. Je crois qu'il faut. Ouais, je sais qu'on a parlé de la France avec ses contraintes et tout ça, mais attendez, cette richesse-là ne peut pas se bâtir en 100 ans. Hein. C'est des milliers d'années, je dirais Ça, c'est même. sûr. Ouais. Mais la force du Québec aujourd'hui, c'est probablement de ne pas avoir ce poids-là. Voilà, c'est sûr que l'histoire qu'il y a en Europe et notamment en France, moi qui suis un féru d'histoire et d'histoire des gens et tout, la France, c'est fabuleux pour ça. Voilà. Enfin, on peut pas aller dans n'importe quel petit village. Il y a des histoires. On en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission. Il y a des histoires formidables à raconter. Il y a des choses à savoir. Voilà. Qu'il n'y a pas forcément ici. Ouais, mais le Québec, en ce moment, tout le pays, en fait, l'exercice que nous devons faire aujourd'hui, c'est de justement retourner derrière, avant que le Québec soit Québec, c'est-à-dire chez les Autochtones, ceux qui étaient dans ce pays avant nous, et d'apprendre leur histoire. Parce que cette histoire, à la base, est millénaire. Plusieurs fois millénaire. Mais c'est ça. Et c'est là où, aujourd'hui, on doit retourner en arrière. Pourquoi faire? Pour embrasser toute cette richesse et faire de nous, justement, la complexité de notre histoire et l'enrichir. Et donc, ajouter tous ces milliers d'années à l'histoire du Québec. Oui, à l'histoire du Québec. C'est vrai. Parce qu'on a aussi la richesse de ces milliers d'années. Qu'on a oublié ou sinon qu'on a écarté, qu'on a essayé d'écarter pendant très longtemps. Ouais, Nous avons la possibilité aujourd'hui et le devoir aussi d'aller chercher cette richesse. C'est sûr qu'aujourd'hui, sur ce que je constate, parce que dès mon arrivée, je me suis beaucoup intéressé à cette histoire autochtone. Parce que c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui, même s'il me plaît pas plus que ça. Bon, je le préfère au mot indien, mais voilà, qui est vraiment une horreur. Les Premières Nations, vous pouvez utiliser. C'est ça. J'ai page 132 du livre de Michel Jean, que j'espère recevoir à ce micro prochainement pour discuter de ça. J'ai trouvé la réponse. En fait, les deux mots qui me plaisent pas sur ce sujet-là depuis le départ, parce que moi aussi j'aime bien les mots. Alors le mot indien, voilà, qui est une horreur parce que
c'est un mot négationniste pour moi. Un, Mhm. c'est un mot qui est basé sur une erreur. Ce qui est passé, en gros, c'est des mecs qui cherchaient les Indes, ils se sont pointés ici. En fait, ils se sont gourés parce qu'ils savaient pas lire la carte. Mais du coup, ils ont décidé que les gens qu'ils avaient croisés, c'était les Indiens. À la limite, why not? C'est-à-dire que tu crois vraiment que tu es en Inde. Pendant un petit moment, tu te gourres et tu les appelles des Indiens parce que tu penses que tu es en Inde. Ok, sauf que bon, on peut considérer que quelques mois, quelques années, ou quelques siècles plus tard, on aurait pu se rendre compte qu'on s'était gouré, qu'on avait Non, le droit il de les appeler réalise, autrement. Mais ouais, c'est il fou parce que réalise qu'il n'y a pas de cannelle. c'est ça, exactement. Mais comment dire, ça peut paraître anecdotique cette petite colère sur le mot indien, mais elle n'est pas anecdotique. Imaginons ce que seraient les États-Unis aujourd'hui si les premiers peuples, on les appelait des Américains, ce qu'ils sont véritablement, des Américains. Aujourd'hui, les Américains aux États-Unis, c'est le peuple blanc. C'était pas là. Et, et le problème des Américains, c'est que ils considèrent que Américains, c'est eux, alors que l'Amérique, c'est C'est aussi pareil, voilà, c'est les Américains, mais c'est les l'Afrique. États-Unis. Les autres, bah, c'est quoi les autres? Voilà, donc, ouais. Ouais. Non, c'est très comme ça. Donc le mot indien ne me plaît pas, et voilà. Et le mot autochtone, qui est celui qui est utilisé dans les médias ici partout, il est technique. Alors oui, il fâche pas, mais il est technique, il est froid, et un mot, voilà, un mot technique et froid pour des humains, et des humains avec une telle richesse en plus, c'est tellement dommage. Et donc en page 132 du premier livre de Michel Jean que j'ai lu, alors qui n'est pas son premier livre, mais qui est le dernier que j'ai lu, qui s'appelle Koukoum, il parle de premier peuple. Et j'ai trouvé mon mot. Déjà, parce que premier, ça les replace dans l'histoire. Voilà. Ils étaient là en Prums, les amis. Remettons les choses. Peuple, est-ce que c'est peuple avec un S? Donc on parle de population, on parle d'humain, et on parle de diversité. Et en fait, dans premier peuple, il y a absolument tout, et tout ce qui manque effectivement à l'histoire aujourd'hui de ce pays. S'il y a peut-être une fracture dans le vivre ensemble, pour reprendre, essayer de rebondir sur le titre de l'émission aujourd'hui, elle est peut-être là. La fracture sur le vivre ensemble au Québec, c'est les premiers peuples. Oui, et il y a un poème de Hélène Leclerc qui le dit si bien. Un petit haïku de rien qui dit Grand-mère Inou visite chez sa petite fille avec traductrice. Tout y est. Voilà la plus grande blessure de ce pays, je vous dirais. Mais j'aime croire que nous sommes au début d'une conversation pour non pas la réconciliation seulement, mais comment faire pour vivre ensemble et voilà, considérer l'un et l'autre, s'écouter, non, je dirais de notre côté d'écouter. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit notre, parce que quelque part, je ne fais pas Si, quand partie même. de la conversation ou presque. Mais je crois que oui, en tant que Québécois, nous devons tous être à l'écoute de toutes ces voix qui ont été tues pendant très longtemps. Mais je vois l'heure et je dis non, Jean-Michel, il va me couper, mais je veux quand même pas. souligner. Moi, ça peut durer pendant 2 heures. C'est pas Chers amis auditeurs, préparez-vous, prenez une camomille, un café, quelque chose. Non, c'est parce que j'allais vous raconter l'histoire de une anecdote en fait, et c'est là où quand même, peut-être qu'on n'est pas très bon pour reculer en arrière, mais on avance quand même très bien. On avance mieux qu'on recule pour le moment, d'accord? Et je vous raconte un petit moment dans ma vie, une tranche de vie en fait, qui souligne cette ouverture du Canada vers le vivre ensemble, et dont je suis vraiment très très fière. J'ai reçu un appel à un moment donné pour une invitation de faire partie de la délégation officielle du Canada pour un voyage en Asie du Sud-Est, une visite d'État avec le gouvernement général.
Et comme vous savez, le gouverneur général est considéré comme étant le chef d'État, même si, bon, dans la pratique, c'est le premier ministre. Et donc, c'était très sérieux, mais je ne savais pas. J'ai dit oui sans savoir vraiment dans quoi je m'embarquais. Et, C'est comme quand on et ouvre un restaurant, ça. On se lance là-dedans, on sait pas trop pourquoi, mais ouais, on le fait au feeling. exactement. C'est mon seul don, hein, de dire oui. Moi, je dis oui à tout. Comme avec vous, je ne sais pas trop. Moi, C'est j'ai vrai. reçu l'invitation et j'ai dit oui. Qui est Jean-Michel? Bon, on va On sait découvrir. pas. Voilà, on va Ben voir. oui, c'est sûr que ça va être une rencontre, n'est-ce pas? Et, Ah, ça, c'est sûr. et donc, je suis partie comme ça. Je ne savais même pas que ça allait être l'avion du gouvernement, vous voyez, avec la GRC, qui est la police royale, la gendarmerie royale, bon, enfin, avec les militaires et tout ça dans l'avion pour accompagner Pour le encadrer. gouverneur général. Oui, et les 8 délégués officiels. Et je ne savais pas que j'étais une des 8 délégués officiels. Non, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Et, et quand je suis arrivée, bon, j'ai ouvert le cartable de briefing et là, j'ai lu la bio, le CV des 7 autres délégués et je me dis, non, mais pourquoi je suis ici? Et c'était tellement impressionnant que je n'ai pas osé poser la question pourquoi j'étais invitée. Vous voyez, parce que je me dis, mais il n'y a pas de réponse à ça. Je vais pas le dire Et parce là, qu'ils vont se rendre compte sinon que je suis une usurpatrice. Je vais me taire, je vais me planquer exactement. dans un coin. Non, mais c'est vrai. Je me dis, mais quel genre de réponse ils pourront me donner, mon enfant? Et là, on atterrit au premier pays qui était la Malaisie. Mhm. Et je n'étais jamais retournée en Malaisie après la première arrivée en tant que réfugiée. Ouais. Et j'y avais pas pensé non plus, sincèrement. Et quand les portes d'avion sont ouvertes et que je descendais l'escalier avec les militaires qui jouaient l'hymne national canadien, je vous jure, soudainement, les 35 ans ou 37 ans que j'avais vécu au Canada sont revenus à une vitesse folle. Un peu comme juste avant la mort. Bon, enfin, on Un dit flashback, souvent ouais. qu'on a un flashback, mais de toute votre vie qui revient. J'ai dit, mais quel... Et je n'étais pas capable de tracer le chemin qui m'a emmené jusqu'à ce moment-là. Pourquoi j'étais là? Je représentais le Canada, vous imaginez? Quel Et parcours. je retournais au premier point de départ. Et quand on est en période de survie, on court, on ne regarde pas en arrière. Parce que si vous regardez en arrière, vous tombez. Physiquement, c'est impossible de le faire. Et donc, moi, je n'avais jamais regardé en arrière pendant toutes ces années-là. Et là, j'étais obligée parce qu'on est retourné à notre premier point de départ après le Vietnam. Ouais. Et là, c'était ah, mais je n'avais jamais été aussi fière de mon pays, de dire quand même, hein, ce pays qui a pris une réfugiée pour représenter Ouais. ce qu'est le Canada. C'est extraordinaire, non? Et là, j'étais émue, j'étais fière de mon pays. Et je crois que c'était le premier moment où je réalisais l'immensité de mon pays, hein, du cœur de mon pays. Et là, bon, enfin, on y va. On était reçus par le roi de la Malaisie. On rentre là, Tant qu'à faire. l'opulence, vous imaginez. Et là, on m'a assise à côté du juge en chef de la Cour suprême du Canada. Non, pas du Canada, de la Malaisie. J'ai dit, oh non, mais là, je n'ai rien à dire. Et Je n'ai rien à lui dire à ce monsieur. Moi. Non, mais qu'est-ce que je fais là? Et parce que j'étais la seule avocate des 8, ou sinon qui avait une formation en droit. Bon, enfin. Et là, je me dis, réfléchis. Avant même. Donc, je commençais à faire une liste de sujets qu'on pouvait aborder. Et là, tout de suite, la première chose qu'il m'a dit, c'est, bonjour, alors, est-ce que c'est votre première visite en Malaisie? Comment répondre? Oh, la question. J'ai dit, oui et non. Alors, visite, oui. Malaisie, non. Non, voilà. La première fois, j'étais... voilà. Et là, il a compris tout de suite, en fait, que voilà, je faisais partie des boat people. La tension est montée. Parce que il y avait énormément de vols et de viols en mer à l'époque, quand on travaillait. Donc, il ne connaissait pas mon expérience, il ne connaissait pas
mon point de Ça peut vue. jeter un froid, c'est sûr. Ouais. Et là, il y a eu les épaules qui se sont, comment dire, qui ont durci, sur le coup, tout de suite Ouais. comme ça. Et j'ai dit, écoutez, j'aimerais, au nom de tous les Vietnamiens, vous remercier d'avoir reçu 252 000 réfugiés vietnamiens sur votre territoire. Merci beaucoup de l'avoir fait. Et la tension Ouais. baisse, on s'assoit. C'est bon, ça c'est fait. Voilà. Oh! Ouais, mais Et en même c'était temps. Et il avait ma bio devant lui et il a dit: «Comme ça, vous êtes avocate?» Je dis: «Oh non, j'ai arrêté de payer le barreau, vous savez, ça coûte cher, il y avait des assurances, bla 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 bla». Et le mec, il dit: «Non, mais elle est folle, quoi, de m'expliquer tous ces détails». Il dit: «Mais vous avez travaillé comme avocate?» Je dis: «Oui, mais pas très longtemps, seulement 5 ans, donc je peux pas prétendre que je suis vraiment avocate, c'est très peu d'expérience. Et puis en plus, j'étais plutôt envoyée sur un projet, voilà, où on travaillait avec les 10 conseillers du premier ministre du Vietnam sur les politiques de réforme. Donc j'étais avec un bureau montréalais, mais on avait le mandat de travailler avec eux. Donc c'était pas vraiment le droit, c'était plutôt au niveau policies, qui est stratégie politique et tout ça. Et donc, oui, je suis pas vraiment avocate. Et il dit, non, mais elle est folle que cette fille. Pourquoi encore m'expliquer toutes ces histoires? Et donc, elle me dit, oui, mais vous avez étudié en droit. J'ai dit, oui, oui, Ah tout oui. à fait ça. Oui, j'ai étudié en droit. Elle dit, alors, expliquez-moi, comment est-ce que les Québécois vivent la dualité des deux systèmes de droit, sur le droit civil et la common law, dans leur quotidien? Et je ne me souvenais plus de mon cours, hein. Et qui vous dites? Oui, la dualité des deux grands systèmes. Non, moi, j'ai aucune idée. Vous Et voulez pas donc, que j'aille vous chercher un verre? j'ai pris le mot quotidien, vous voyez, dans sa phrase, au quotidien. J'ai dit, vous savez, dans le quotidien, la plupart des Québécois ne savent pas qu'il y a deux systèmes parce que c'est très fluide. Ah non, mais c'est pas une réponse d'avocate, quoi. D'avocate, oui, ça c'est sûr, c'est pas très. C'est n'importe quoi. Et donc, il a arrêté de me parler. Et après un moment, il relisait la bio et il retournait et il dit, mais dites-moi, madame, quel est votre rôle dans cette délégation? Bah, justement, je comptais sur vous pour me le dire. Oui, voilà. Et je n'avais aucune idée. Et donc, j'ai dû inventer, voilà, j'ai inventé une réponse. J'ai dit, ah, vous savez, au Canada, il y a plusieurs critères à respecter. Le premier, il faut toujours qu'il y ait une femme, au moins, dans une délégation. Et je suis la femme des 8. Et il faut quelqu'un du côté francophone. Et je suis la québécoise des 8. Il faut aussi une minorité visible. Et je suis ici en Asie, je ne suis pas très visible, mais au Canada, oui. Alors, je fais partie de la minorité visible. Il faut quelqu'un qui est en art et culture. J'ai écrit un petit livre et puis voilà, maintenant je suis art et culture. Et puis, il faut aussi quelqu'un avec un handicap. Et je suis plus petite que tout le monde au Canada. Et donc, voilà, je suis hyper challenged, comme je disais en anglais. Et donc, le Canada économise beaucoup d'argent avec Grâce à moi. moi, Oui, parce que c'est une chambre d'hôtel au lieu de 5, une je bouche à coche nourrir toutes les au lieu de cases. 3. Ouais, voilà. Et donc là, il a vraiment arrêté de me parler pour la soirée. Et le lendemain, j'ai fait le rapport à toute l'équipe et au gouverneur général. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas si ça va rebondir, ce que j'ai dit, mais voilà. Et tout le monde a ri, mais il n'y a personne qui m'a corrigé ou réajusté le tir ou quoi que ce soit. Donc, je crois que j'ai mis le doigt sur mon rôle, mais je suis très fière de ce rôle parce que j'ai eu la chance même de dire à la Malaisie que pour nous, la femme est importante. On est une société empathique et inclusive. Donc, on fait un effort pour inclure tout le monde, pour inclure le plus de monde possible. Et on fait attention à nos minorités, à ceux qui sont plus vulnérables, à ceux qui n'ont pas eu la même chance. Et je crois que ça décrit, cet exemple-là décrit vraiment qui nous sommes en tant que pays. Et c'est pour ça que je suis très fière de ce pays. Ne serait-ce que juste
l'accès pour les personnes handicapées. Je crois que au Québec, on est beaucoup plus soucieux et attentif à Mm. ces accès-là qu'en France, par exemple. Oui, je suis d'accord. C'est partie des choses qui m'ont, j'aime pas le mot choqué parce que galvaudé lui aussi, mais qui m'ont marqué très vite. Le nombre d'associations pour soutenir les causes des handicaps, les efforts effectivement d'intégration, mais au quotidien, pour être fait. Ça, bon, je sais que l'autisme est un sujet, et c'est pas, je dirais, c'est pas un sujet, c'est au cœur de la société. Oui, Ça fait vraiment partie du quotidien. et on peut très bien dire, hein, pourquoi construire une rampe pour peut-être 2 personnes qui vont l'utiliser pour tout le bâtiment? À quoi sert de dépenser tout cet argent pour 2 personnes? Et c'est vrai, quand on calcule au niveau argent ou Oui, c'est investissement, ridicule. il y a aucune En termes logique. de Sauf que ROI, retour sur investissement, c'est ridicule. Si ce oui, n'est que c'est de mais l'investissement humain. il faut calculer autre chose. On ne réalise pas que tous ceux qui n'ont pas utilisé la rampe voient la rampe. Et ça, c'est une leçon d'empathie ou un rappel d'empathie à tous les jours. Hmm. Et c'est ça qui nous purifie. Et c'est ça qui rend notre société douce et tendre et aimante. Et c'est Et ça le c'est vivre ça ensemble. qu'on ne calcule pas. Vous voyez? Mais inconsciemment, c'est là. Et c'est pour ça que cette société, on est construit par tous ces petits détails. Hmm. On ne le réalise pas. Elle est marrante cette émission. J'avais dit que l'émission serait chouette. Je suis pas déçu. Elle a commencé ce rapport au vivre ensemble qui sied si bien au Québec et au Canada a commencé par un hug et va se terminer par une rampe. Mais je suis assez d'accord. C'est très significatif. Oui, Le vivre ensemble, c'est du quotidien. C'est pas du concept. C'est du vécu et ce vivre ensemble ici, ça amène des petites filles vietnamiennes passées par les camps de Malaisie et les boat people à un jour monter dans un avion du gouvernement et revenir en Malaisie comme représentante de ce qui est devenu son pays. oui. Voilà. Et je le porte tellement fièrement et je suis tellement, voilà, je suis fière du Canada, quoi. Je suis fière de notre pays, d'abord parce que, bon, j'ai pas fait de recherche, hein, mais comme ça, j'ai l'impression qu'il y a très peu de pays dans le monde qui prendraient une réfugiée pour représenter son pays juste quelques années plus tard. C'est pas beaucoup. C'est sûr, quand je dis 35 ans, ça semble très long, hein, mais c'est pas très long Non, mais c'est fou. Non, mais dans la vie d'un pays. Quel symbole, moi, je trouve. Quel symbole. Ouais. Et donc vous imaginez, on a ce souci-là. Et même si, oui, peut-être que ça vient pas naturellement, hein, qu'on a dit ah oui, où est-ce qu'on va trouver une minorité visible, où est-ce que, mais tout le monde autour de la table y a pensé. Vous voyez, oui, c'est vrai, c'est chiant, hein, pour un restaurant de dire ouais, il faut absolument une toilette pour personnes handicapées, puis qu'on doit mettre l'image là, le pictogramme avec le fauteuil roulant et tout ça. Mais vous savez, chaque fois qu'on utilise cette toilette-là, on se rappelle qu'on a la chance d'avoir des jambes et qu'on n'a pas, et donc on ne prend pas pour acquis l'absence d'handicap. Ouais. Et ça, et je crois, c'est inconscient, mais ça rentre dans la tête des gens de dire ah oui, on a de la chance. Et ça rappelle. C'est ça. C'est pas des actions coup de poing, c'est pas des campagnes de promotion ou de publicité ou des programmes gouvernementaux. C'est du savoir-vivre quotidien. Oui. C'est du vivre ensemble. En fait, c'est vraiment ça, le vivre ensemble d'ici. Et je ne sais pas si en France, vous avez la campagne pour vacciner les personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap. Mais voilà, au Québec, pour la campagne de vaccin, en ce moment, voilà, c'est les personnes handicapées ont priorité en ce moment. Sont considérées comme prioritaires, tout à fait.
Oui. Et Et j'ai même moi, vu je quelque vois à chose. quoi pardon, allez-y. J'ai même vu quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette idée de ne pas stigmatiser, euh, parce que ma famille pouvait être concernée à un moment donné, et, et ils ont précisé que les personnes justement en situation de handicap qui viendraient se faire vacciner n'auront pas à justifier de leur situation de handicap. Exact. C'est fou. C'est aussi la confiance qu'on accorde à chaque citoyen individuellement et donc collectivement, de se dire, évidemment, il y a des handicaps évidents parce qu'ils sont visibles et qui ne prêtent pas à contestation, mais on sait, tous ceux qui s'intéressent à la question savent que c'est quoi, 15-20% de ceux qui portent des handicaps. La plupart des handicaps sont invisibles, et c'est souvent ceux-là d'ailleurs qui portent en tout cas en France, pour un pays que je connais, qu'on a un rapport à la société les plus compliqués. Voilà. On est sourd, ça ne se voit pas forcément. Et si on n'en porte pas les stigmates, c'est qu'on n'est pas vraiment handicapé. Donc devoir le justifier, quelque chose de fatigant, devoir montrer sa carte parce qu'on prend la caisse prioritaire handicapé, c'est fatigant. Et ben ici on leur a dit, vous savez quoi, venez, vous n'aurez pas à justifier, on vous fait confiance. Oui. Prenez votre vaccin. Parce qu'il y a plein de gens qui sont, enfin, je prends un exemple, les autistes de haut niveau, ça ne paraît pas à première vue. Tout fonctionne, tout semble fonctionner normalement, mais vous n'avez pas à apporter une lettre du médecin ou quoi que ce soit, rien. Vous y allez tout simplement. C'est fou. Donc moi, je vais pouvoir y aller avec mon fils en tant qu'aidant naturel pour recevoir le vaccin en même temps que lui. Mais donc c'est grâce à lui que j'ai un rendez-vous. Comme quoi, hein? Comme quoi. C'est quand, il sert beaucoup. Comme passe-partout. Mais vous savez, pour aller à la ronde, bon, je vous dis la ronde, mais en fait, dans les jeux, là, les centres, comment on dit ça? Les amusement. Les parcs d'attractions, les fêtes foraines, et voilà. La dans les ronde, parcs c'est une super parc d'attractions avec plein de roller coasters, enfin des grands 8, des choses comme ça et tout, qu'il y a sur une des îles qui borde l'île de Montréal. Alors, quand vous êtes autiste, enfin, pour plusieurs handicaps, mais je parle de mon cas qui est avec un fils qui est autiste, ils ont beaucoup de difficultés à attendre. Ils comprennent pas la ligne du temps et tout ça, et ça peut devenir un peu compliqué. Et donc, les autistes peuvent recevoir une passe prioritaire. Donc, ils rentrent par la porte de sortie. Et donc, mon fils aîné aimait beaucoup accompagner son père. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Je me souviens. J'ai eu une fois ça dans un parc d'attractions en France. Alors non pas pour un handicap comme l'autisme, mais simplement parce que j'étais en béquille. Voilà. Et effectivement, on me faisait passer en priorité pour pas que j'attende 1 heure ou 1 heure et demie dans les quelques manèges auxquels j'avais le droit, parce que la plupart des cas avec des béquilles, on ne pouvait pas y accéder. Mais du coup, tous ceux qui m'accompagnaient, bizarrement, sur là, ils étaient très nombreux. Passer en priorité. Oh, ça va, j'étais très populaire ce jour-là. Je crois qu'on m'a payé des coups à boire à la fin de la journée. Exactement. Mais c'est quand même étrange. Dans ce pays, vous avez juste besoin de mettre un petit fil. Et tout le monde attend derrière le fil. Ah oui, ça c'est fou. Ça. Je parle même pas d'une grande corde de sécurité ou quoi que ce soit. Mettez juste un petit fil de rien et tout le monde va respecter. Et je me souviens une fois où le fil était là un peu accidentellement. Ce n'était pas pour bloquer les gens. Mais tout le monde en a attendu derrière le fil. Et à un moment donné, quelqu'un est sorti. Mais pourquoi vous attendez? Il dit, il y avait un fil. C'est ça. C'est ça le Québec. Mais c'est sûr que de l'autre côté, vous savez, il y a peut-être, on peut avoir l'impression que c'est une société plus difficile d'accès pour s'approcher des gens. Ma belle-maman qui dit il était déjà 21h, donc j'ai pas osé vous appeler. Non, mais chez les Vietnamiens, on appelle alors qu'on veut. D'accord? Même à 2h du matin, si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Il n'y a pas cette retenue. En fait, le respect de l'autre, de la bulle de l'autre. Mais au Québec, oui, beaucoup. Donc, Mais cette retenue, d'ailleurs, au Québec, on la retrouve
faisais un peu écho tout à l'heure à l'anecdote sur ce repas en Malaisie, parce que je trouve qu'il y a les artistes québécois, les personnalités québécoises, dans leur immense majorité, font preuve de beaucoup de retenue, parfois même, de mon point de vue, un peu trop. Oui, J'en discutais avec Isabelle Hudon, justement. Je disais, c'est marrant, quand on regarde les acteurs, les acteurs américains, on se rend compte que tous les bons acteurs américains sont canadiens, mais personne ne le sait. C'est un peu comme les chanteurs français qui sont soit belges, soit québécois. Voilà, mais on le sait pas tout le temps. Alors évidemment, tout le monde sait que Céline, elle est québécoise, hein, Céline. Mais, ben oui. mais pour les autres, on le sait pas. Et certains d'ailleurs ont un talent tel où on se dit, mais bordel de moi-même, s'ils se mettaient un poil plus en avant, s'ils étaient un peu moins humbles, ils auraient des carrières de fous et de fous. Oui, Céline Dion a une carrière incroyable, mais parce que René Angélil a décidé de la mettre en avant. Il a fait tout le boulot pour elle, parce que ici, c'est pas naturel. Les gens sont contents de ce qu'ils ont, ils se satisfont de ce qu'ils ont, ils le partagent, mais on ne l'exhibe pas. Mais parce que vous savez, le mot ambition est péjoratif. Être ambitieux au Québec est péjoratif. Être riche financièrement c'est négatif, c'est péjoratif. Étrangement. Donc, est-ce que c'est culturellement à cause de la religion ou je ne sais pas pourquoi, mais aux États-Unis, Bah, c'est le contraire. Si vous êtes un c'est sûr. grand homme d'affaires, voilà. Donc, il a réussi en affaires, donc il doit être extraordinaire. C'est le dieu, voilà, tout Mais j'en craché. reviens Alors, justement, pour moi, c'est assez, c'est pour ça que j'en parlais, c'est assez symptomatique de cette notion du vivre ensemble. Dans, dans le vivre ensemble québécois, il y a, de manière un peu tacite, un espèce de pacte d'unité de la population québécoise. Et dans cette unité, il y a une égalité, une unité de statut un petit peu. Alors évidemment, il y a des gens qui sont plus connus que d'autres, il y a des gens qui sont plus riches que d'autres, et il y a même des gens plus ambitieux que d'autres. Mais il y a des limites. Mon ambition ne doit pas écraser, ou ma réussite ne doit pas être un miroir d'échec pour les autres. Et du coup, oui, on il ne se doit pas être limite. exposé. Ouais. On se limite. Et je vois ici beaucoup d'artistes où je me dis, mais non, quand j'entends une voix pareille, quand je vois un savoir-faire pareil, ou quand je lis des livres pareils, comment ça se fait que je ne le savais pas avant, que j'en avais pas entendu parler avant? Parce qu'il y a cette forme de retenue, un petit peu, qui est très pour préserver cette unité et se vivre ensemble. C'est pour ça que je voulais absolument faire une émission qui s'appelle Vivre ensemble, même si le titre m'a été suggéré par, encore une fois, Isabelle Hudon. Comme quoi, hein, bon Ses sang me oreilles saurait, sont bon sang me saurait mentir. J'espère qu'elle écoute l'émission au moment où elle sera diffusée. Alors, je crois pas qu'elle sera encore revenue au Québec, parce qu'on a appris récemment qu'elle était nommée à la tête de la Ah oui, BDC, mais quand est-ce qu'elle va arriver, je crois vous que c'est cet savez? été. C'est cet été. Là, l'émission sera au moment où on enregistre, diffusée dans 3 semaines, je crois. Donc, OK, parce ceci que dit, peut-être. j'allais lui envoyer un petit bouquet, mais je sais pas si elle est déjà partie. Non, Il non, je faudrait crois que qu'elle n'est pas encore partie. Non, elle n'est pas encore partie. Il y a encore de la passation à traiter. Puis, bon, je pense que mes amis français sont pas pressés de la voir partir. Donc, à mon avis, ils la retiennent avec leurs petits bras musclés en ce moment. Oui, oui, parce que les voilà, Français ont des petits bras très musclés. ouais, je pense que votre président aimerait qu'elle reste, mais bon. Oui, je pense. Puis, globalement, sur ce que je sais, tous ceux qui la connaissent, je crois, ils aimeraient bien qu'elle reste. Mais non, elle revient au pays. Voilà, et ici, ça crée. Regardez un petit peu ce qui se lit dans la presse et tout. Vous verrez que ça crée un vrai mouvement de joie, globalement, parce que on en parlait tout à l'heure. Pour en revenir à Isabelle, la plupart des commentaires que j'ai vus sur sa nomination à la tête de la Banque du Canada, donc de la BDC, l'équivalent un peu de la BPI pour nos amis français. Alors évidemment, il y avait des commentaires sur, oui, une grande chef d'entreprise, une femme, une vision, plein de choses positives comme ça. Mais le commentaire qui revenait tout le temps, c'est: qu'est-ce qu'on est content qu'elle revienne au pays. En gros, qu'est-ce qu'on est content qu'elle rejoigne la communauté et qu'elle fasse un nouveau parti, même si je pense qu'elle le faisait partie, mais de ce vivre ensemble, qui est, voilà.
C'est très familial, c'est très, ouais, c'est très, je ne sais pas. Oui, on est comme dans un cocon, et probablement en raison géographiquement et culturellement de se retrouver sur tu sais, ce petit bout Hmm. de, C'est non, un grand ouais. bout de Ouais, c'est un territoire. grand bout de terre quand même. Il faut quand même que 3 jours pour faire le nord au sud, mais voilà. Ouais, mais d'être, voilà, un peu isolé, hein, du reste Hmm. de la culture anglophone, Ah, c'est et ouais, donc il y a un sentiment de famille entre c'est nous. ça. Mais C'est vous savez, j'ai plein d'amis avocates et tout ça, quand ils ont su qu'Isabelle revenait, ils disaient: «Ah, mais je veux aller travailler pour Isabelle!» Et puis il y en a d'autres qui ont dit, et la réaction était la même pour Sophie Brochu, qui a été nommée à la tête de Hydro-Québec. l'Hydro-Québec, oui. Hmm. Ouais, et c'est énorme, vous voyez. Hydro-Québec, bah, c'est notre fleuron. Bah, c'est voilà, Alors, je fais juste un petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas encore le Québec et qui entendent parler peut-être pour la première fois d'Hydro-Québec. D'ailleurs, ils pourront le lire sur la partie blog sur le site parce que j'ai mis. Non, Hydro-Québec n'est pas la Générale des eaux d'ici, parce que moi je pensais, quand je me dis tu vas avoir une facture d'Hydro-Québec, je me suis dit bah c'est pour l'eau. Non, non, c'est la société électrique. Voilà, c'est l'EDF local. Et pourquoi Hydro-Québec? Bah parce que c'est l'une des grandes richesses du Canada et notamment du Québec. C'est cette capacité à générer de l'électricité grâce aux barrages hydrauliques, grâce à ces immenses lacs qui peuplent le Québec et qui qui sont une ressource naturelle absolument dingue. Hydro-Québec, c'est l'une des grandes fiertés québécoises, une des réussites aussi parce que c'est l'un des marqueurs d'une forme d'autonomie du Québec par rapport au Canada fédéral. Et effectivement, dans les dernières années, de la même manière qu'Isabelle Hudon, qui vient d'être nommée présidente de la BDC, Hydro-Québec, ce fleuron de l'industrie québécoise, a vu sa présidence occupée, elle aussi, par une femme. On en revient à ce qui était dit tout à l'heure sur ce souci d'inclure, de représenter, d'être volontariste sur ce genre de démarche. Et C'est vous très savez, québécois. ce qui est beau, c'est ça, c'est pas du tout: «Ah, mais pourquoi elle et pas un autre?» Non, tout de suite, il y a eu une adhésion Hmm. de, heu, des autres femmes aussi, non? Des autres, ouais, des professionnels derrière, ces grandes personnes. J'ai l'impression qu'il y a très peu de sentiments de jalousie ou quoi que ce soit. Oui, c'est Ou en vraiment tout dire: cas, s'il y en a, parce que j'imagine que l'humanité fait qu'il y en a probablement, puis ne serait-ce que sur des postes comme ça, j'imagine qu'ils étaient convoités par d'autres personnes, donc ont forcément un peu les boules, comme on dit, de pas avoir eu le poste. Mais ils se taisent. «Ouais, Ils le disent pas. Mais et j'en reviens encore à ma marotte sur le vivre ensemble, mais le fait de sauvegarder cette unité aussi, hein, même si en l'occurrence c'est presque une unité de façade, ou simplement d'admettre sa défaite et de se ranger derrière le vainqueur. Alors pour le coup, c'est pas du tout français comme comportement, mais alors pas du tout, sauf en temps de guerre, mais sinon voilà. Euh, Là, voilà, c'est aussi une force, et on retrouve cette volonté systématique, quoi qu'il arrive, de préserver ce vivre ensemble. Pas de chicane dans la cabane, bordel. non, non». Même quand on n'est pas en accord, C'est ça, même quand même. on discute des questions très, très, viscérales comme l'identité, la laïcité, tout ça, vous imaginez, Hmm. ce sont des questions qui auraient pu diviser, la société énormément. Et oui, il y a eu des débats assez musclés, mais pas une goutte de sang n'a coulé. Hmm. Et ça, ouais, encore une fois, j'utilise le même mot, mais c'est vrai que je suis très fière de nous, de pouvoir discuter des choses qui viennent nous chercher, hein. Heu, mais tout en restant dans la zone du respect. C'est-à-dire, oui, on écoute l'autre quand même, et puis chacun, voilà, on réussit à trouver une solution, Ouais, de consensus. c'est ça. Mais consensus dont on disait, mais c'est moi qui aime beaucoup la politique. euh, J'aime beaucoup la politique et je déteste le jeu politicien. Bon, ça, c'est autre chose, mais pour ceux qui suivent l'actualité politique en France, ils comprendront ce que je veux dire.
J'aime le côté noble de la politique. Et pas ces bassesses qui sont très nombreuses. Et évidemment, ici, il y a des débats et je regarde un petit peu ce qui se fait à l'Assemblée nationale, ou en tout cas à l'Assemblée québécoise plutôt. Et il y a clairement des divergences d'opinion. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre des gens qui se parlent à peu près normalement, qui exposent leur avis et puis qui passent à autre chose. Voilà. C'est pas stérile, ça tourne pas en boucle, c'est pas nombriliste, ouais, ça fait du bien. Mais vous devez vous ennuyer quand même, parce que les débats politiques au Québec, c'est assez, voilà, doux. Ah, c'est très doux. De toute façon, tout est résumé dans une expression qui n'a pu être écrite que par un Québécois. On a commencé cette émission par des mots, on va peut-être la terminer par des mots. Au Québec, ils ont fait une révolution et ils l'ont appelée la révolution tranquille. C'est vrai. La révolution tranquille, zen, cool, quoi. Nous, on révolutionne, mais ça va, on va pas se brusquer non plus. C'est québécois, ça nous change. Nous, pour la révolution, on avait la guillotine, les barricades, les pavés qu'on s'envoyait sur la tronche un petit peu de temps à autre, et 2-3 autres saloperies qu'on a pu faire de part et d'autre. Ici, c'est cool, tranquille, les mecs. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est sûr que pour les vivre ensemble, c'est mieux. Ouais, mais ça peut ennuyer ceux qui préfèrent plus de... Ouais. Ouais, bah c'est un côté... Pour l'instant, en tout cas, moi qui sors de 40 et quelques années en France, c'est un côté reposant qui me fait effroyablement du bien. Voilà. Donc, du temps pour l'écriture. Donc, la prochaine fois qu'on se rencontre, c'est pour l'écriture. D'accord, Jean-Michel? Promis, Kim, promis. C'était un vrai plaisir. Des dates, hein? Je vous donne des dates, là. Oui, pas de problème. Oui, de toute façon, des dates butoirs. On échange juste après. Déjà, j'ai bien noté que j'ai l'introduction de cette émission à renvoyer à métaux propres. Je vais quand même essayer de corriger 2-3 fautes. Je pense que je vais me faire aider par madame ou un correcteur d'orthographe sur Internet. Il ne faut pas se faire. Hein. Moi, je fais beaucoup de fautes. Vous l'entendez d'ailleurs quand je parle. Je fais beaucoup d'erreurs grossières, je dirais. Mais voilà, il faut laisser les correctrices travailler, les réviseurs. Et je parle au féminin parce que ce sont surtout des femmes. Alors, oui. Ça marche. Pas de souci. On fait ça et on donne des dates. Et on va tâcher de parler de 2-3 trucs. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment agréable. À très bientôt et merci pour tout. À bientôt. Merci. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Faitufrette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, Faistufre2te, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause,
car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.